On reçoit Maurice Banza pour cet entretien. Il est spécialiste des questions électorales ici en République démocratique du Congo. Monsieur Maurice Banza, bienvenue. La première préoccupation, la suppression du seuil électoral de représentativité qui sera remplacé par une condition de recevabilité des listes au prorata de 60% des sièges en compétition. Qu'est-ce que cela veut dire? Le seuil de recevabilité, comment on le calcule? Oui, mais c'est si simple parce qu'on a fixé le seuil de recevabilité à 60%. Ça veut dire, comme nous avons 500 députés nationaux sur l'ensemble du pays au niveau de l'Assemblée nationale, ça veut dire que chaque liste, chaque parti politique qui doit aligner des candidats pour ce scrutin-là, il doit aligner au moins 300 candidats députés. Donc, ça veut dire ceci. On ne va plus forcément partir de ce qu'on appelle les scrutins proportionnels intégral. Et là, c'est une question, cette fois-là, pratiquement de la majorité. Et alors, s'il faut parler en termes de scrutin proportionnel, ça devient cette fois-là un scrutin proportionnel partiel. Et donc, un parti politique qui n'arrive pas à aligner 60% des candidats, c'est-à-dire 300 candidats députés sur l'ensemble du pays, cette liste-là va être d'office rejetée. Et la conséquence, c'est quoi? Ça renvoie directement au regroupement. Parce que si un parti X est plus populaire dans le Grand Katanga ou à Lubumbashi, alors vous ne pouvez pas aligner 300 candidats députés seulement dans le Grand Katanga. Il faut aller en dehors. Or, là où vous n'êtes pas connu, ça veut dire que vous êtes condamné à être dans des regroupements. Et c'est comme ça que c'est plus un système en soi qui favorise les grands partis politiques. Ce sont ces grands partis politiques qui sont implantés sur l'ensemble du pays, qui peuvent être en mesure d'aligner les 300 candidats pour concourir aux élections des députés nationaux. Est-ce qu'à chaque élection, il suffit une loi électorale où il y a une continuité partant des élections de 2006, de 2011, de 2018? Et s'il y en a, quels sont les éléments fondamentaux ou quelles sont les motivations d'avoir une nouvelle loi électorale par rapport à une élection? À chaque élection, on doit mettre en place une loi lorsqu'on constate que il y a eu des failles dans l'ancienne loi et qu'il y a des dispositions qui doivent être supprimées. On peut supprimer ces dispositions-là et les remplacer par de nouvelles dispositions. Et là, il faudra que ça entre dans ce qu'on appelle innovation. Et donc, une innovation, on doit la mettre en place pour répondre à un besoin, pour répondre à un problème précis qui se pose. Mais lorsque on prétend parler d'une innovation en mettant en place des choses pour favoriser les uns et les autres, et ça pose problème. Par exemple, le seuil de représentativité pour les élections de 2018, c'était fixé à 1% pour la députation nationale et 3% pour la députation provinciale. Alors, à partir du moment où après le vote, on constate qu'il y a des partis ou des regroupements qui n'ont pas atteint le seuil de représentativité. Ces partis-là n'ont pas eu d'élus. Ce sont des partis qui ont atteint le seuil de représentativité qui ont eu des élus. Et donc, on peut estimer que du fait que dans une circonscription X, qu'on puisse avoir comme élus les gens qui n'ont pas été convenablement élus par la population, tout simplement parce que ces gens-là, leurs partis politiques n'ont pas atteint le seuil de représentativité, on présente ça comme un problème très sérieux d'avoir des élus qui représentent une circonscription électorale alors qu'ils ne sont pas majoritaires dans ces circonscriptions-là. On peut partir de cette faille pour corriger. Cette fois-là, on peut parler d'une innovation, mais lorsqu'on fait des choses cousues, dans l'optique des calculs, de se maintenir, d'écarter les autres, de faire à ce que les autres soient condamnés au cas où ils n'acceptent pas d'aller en regroupement. Et là, ça pose problème. Et donc, je répète, effectivement, qu'on peut à tout moment, chaque fois qu'il y a une élection, faire de nouvelles lois, mais ce n'est pas absolu. Au regard de tout ce qui se passe par rapport au processus électoral, qu'est-ce que vous reprochez à la CENI jusqu'à présent? Ah bon, ça c'est une question fondamentale. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, en fait, ce qui est vrai que nous devons nous dire en face, c'est que l'aboutissement du processus électoral, en grande partie, ça dépend des contraintes présentées par la commission électorale. Vous voyez déjà aujourd'hui, la CENI
pense que sur l'ensemble du pays, on a enrôlé déjà autour de 70%. Et donc, quand vous prenez les 70% d'électeurs attendus, donc ça fait 35 millions d'électeurs. Or, le temps ne serait-ce que passé. On estime que si les chiffres présentés sont sincères, c'est un exploit majeur qui nécessite d'être salué en haute voix. Si les chiffres sont sincères. Vous avez été l'invité de notre journal. Merci d'avoir répondu à nos questions.